Bonjour à tous. Je voudrais remercier le professeur Elage pour cette opportunité, en tout cas, de venir nous parler de la valorisation de la recherche dans le cadre de ce webinaire. J'en profite aussi pour ceux qui sont présents pour vous parler de la dernière séance qui aura lieu en juillet, qui sera avec moi et le professeur Élise Riquin. Vous avez dû recevoir de la part de Marion les consignes par rapport au projet, si vous souhaitez présenter un projet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Wissam, vraiment merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Bon, je te laisse la parole et après, j'espère qu'on aura le temps aussi d'échanger s'il y a des questions de la part des participants. Merci. Ok, merci beaucoup. La question qui était posée pour ce séminaire, c'est essentiellement à destination, il me semble, des internes, quel est l'intérêt de diffuser et de valoriser les résultats des recherches. Donc, je suis professeur de psychiatrie à Tours et responsable du centre d'investigation clinique du CHU de Tours. Donc, la question, elle est très importante et on a tous, on connaît cette maxime, publier ou périr. On peut y rajouter dans la modernité ou podcast. C'est pour aussi les aspects que la communication scientifique doit être aussi complétée dorénavant par une communication euh, peut-être très grand public, qui a aussi une valeur importante. On va y revenir. Donc, la première question, c'est pourquoi diffuser la recherche? Parce que tout simplement, finalement, une recherche non publiée, c'est une recherche qui n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, puisque pour partager avec la communauté scientifique notre savoir, il faut mettre à disposition dans des formats bien respectés les données et peu importe la recherche que vous avez faite, mais à partir du moment où vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, mais que vous ne le partagez pas, c'est comme si vous avez gaspillé du temps et de l'énergie sur quelque chose qui ne sera pas reconnu. Et j'irai un peu plus loin en disant que une thèse de médecine, un chapitre de livre ou un abstract dans un congrès, c'est aussi comme si la recherche, en fait, n'existait pas parce qu'elle n'a pas une valeur académique formalisée. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître, de partager, et puis d'accroître, de participer à la connaissance et au partage des savoirs. Alors, quels sont les trois modes de diffusion de la recherche? Le numéro un, c'est la publication scientifique. On va détailler comment on pourrait bien la réussir, donc sous forme d'un article dans des revues reconnues, avec un impact ou en tout cas une indexation identifiée. On va aussi parler des communications affichées, donc les posters, les fameux posters scientifiques, qui ont une toute autre finalité, et la communication orale qui a aussi une autre finalité dont on va parler. La première chose, donc la publication scientifique, elle obéit à un certain nombre de règles, notamment la première, une fois que vous avez réalisé votre recherche, la première question qui va être difficile à trancher, c'est quel est le choix du journal le plus adapté, je dirais déjà, à votre sujet, au niveau scientifique de la recherche que vous avez menée et à la qualité de vos données. C'est ce qui va être déterminant dans le choix du journal. Bien entendu, la rédaction d'un article obéit aux règles du journal dans lequel vous allez soumettre, mais globalement, on va retrouver à peu près toujours la même structure scientifique, IMRAD, c'est-à-dire introduction, matériel, méthode, résultats et discussion.
Et souvent, on peut faire attention aussi à la bibliographie, c'est-à-dire de s'assurer que euh, même avec un très bon niveau scientifique de votre article, la bibliographie doit être à jour avec des références clés et des auteurs clés. Et une fois que vous avez publié, une quatrième étape, c'est de s'assurer que votre article, il est présent soit en open access, soit dans des archives d'accès ouvert pour favoriser l'impact de votre article. Alors, la première chose, le bon choix de journal, comment cela se fait? Bah, c'est une décision qui peut être réfléchie en équipe parce que si vous visez trop haut le niveau de journal, bah, vous risquez d'être rejeté, avoir des délais dans la publication trop importants, ce qui risque aussi de vous décourager ou de dévaloriser votre travail. Si vous visez trop bas, c'est que vous allez avoir une visibilité peu intéressante, vous allez un peu gâcher un peu vos données et ça peut limiter aussi votre carrière potentielle. Quel est le taux de rejet des journaux? Globalement, les journaux moyens à bons, on est à plus de 50% de taux de rejet. Donc ça, c'est quelque chose aussi il faut connaître. Et plus vous allez cibler des journaux au impact de visibilité, plus les taux de rejet avoisinent les 90-95%. Pour être efficace, pragmatique, un bon journal est déjà un journal qui doit être référencé dans des moteurs de recherche académiques comme Medline, PubMed, qui a une audience parfois identifiée, par exemple s'appuyer sur une société savante ou une association scientifique. Et après, il faut que vous ayez la capacité donc de convaincre le comité de lecture. Donc, c'est un journal avec un comité de lecture et convaincre les reviewers et l'éditeur en chef. Euh, Anglais ou français, peut-être une question qui peut se poser parfois. Je dirais jusqu'à preuve du contraire, on publie en anglais. Vos données sont assez bonnes, elles sont en tout cas pas assez mauvaises pour ne pas être publiées en anglais. Pourquoi? Parce que publier en anglais, c'est cibler un public beaucoup plus large. Si on décide de cibler une écriture en français, c'est que vous visez un public français spécifiquement dans votre message, souvent un éditorial, ou un public qui est cible, ou bien des données qui sont déjà disponibles et publiées ailleurs en anglais, et donc vous préférez les diffuser en français. Mais malgré tout, même si vous publiez en anglais ou en français, privilégiez un journal référencé sur PubMed et de préférence avec un impact factor parce que c'est ce qui va donner aussi une lisibilité sur la portée du journal. Alors, on publie des articles, bien sûr, scientifiques, parce qu'on communique des données scientifiques dans des revues à comité de lecture, et c'est la base de toutes nos évaluations, de nos structures, de nos hôpitaux, de nos équipes de recherche. Et donc, c'est très important d'avoir des articles qui vont être dans des revues indexées dans des bases de données pour pouvoir être cités dans d'autres recherches et favoriser donc la visibilité de votre travail. Alors, pensant m'adresser donc à essentiellement donc des internes qui vont rédiger ou à des jeunes médecins qui veulent rédiger les articles, des petites astuces pour ce qu'il faut dans un article ou et ce qu'il ne faut pas. Déjà, l'article doit avoir un titre bien réfléchi. Le titre doit à peu près contenir les principaux éléments qui peuvent indiquer le contenu, la méthode, le sujet, voire le message principal que vous voulez passer dans cet article. Si vous n'y arrivez pas à écrire un titre simple, c'est que vous aurez de mal à écrire l'article après, globalement. Et on peut prendre l'exemple de ce titre, qui est très informatif, les effets ou l'impact des ECT sur
le traitement de l'information, la vitesse de traitement de l'information dans la dépression majeure. Vous voyez, on a une pathologie, une méthode, et on veut évaluer l'effet de ECT sur cette méthode. Donc, c'est un titre qu'on pourrait dire très informatif. Si votre papier, vous avez plus que 2 messages, si dans le titre, vous avez plus que 2 messages, c'est que vous devriez écrire plutôt 2 papiers. Alors, le résumé, c'est très clé. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous faites d'ailleurs dans les moteurs de recherche, vous commencez par lire le titre puis le résumé. Et souvent, la majorité des papiers sont lus que par le biais du résumé. Donc le résumé est une chose essentielle. Parfois, le reviewer, l'éditeur en chef, quand il va recevoir votre article, il va commencer par lire le résumé. Donc, votre résumé doit être parfait, doit être informatif, structuré, clairement identifié avec le contexte, la problématique, les objectifs, pourquoi on a fait cette étude-là, et avec des résultats et parfois des données. Donc des résultats avec des phrases qui disent nous avons montré que, et des données, c'est-à-dire des chiffres, des pourcentages et des statistiques clés. Bien sûr que dans le résumé, on ne va pas tout mettre, mais on va mettre les éléments qui vont devoir être retenus pour la suite. Et dans la partie discussion-conclusion, on va énoncer très clairement ce qui est nouveau, ce qui est important et pourquoi c'est important. Si votre résumé contient tous ces éléments-là, bah, c'est déjà un très bon début pour que votre article soit accepté pour la suite. La deuxième partie, c'est l'introduction. Une idée qu'on doit tous retenir, un paragraphe dans une introduction est une idée. La première phrase de ce paragraphe énonce l'idée et ensuite les autres phrases viennent développer cette idée-là. Par exemple, on va dire la dépression résistante est une problématique fréquente en population générale. Ça, c'est l'idée. Derrière, les autres phrases de ce même paragraphe doivent développer l'idée. Mais une introduction, c'est plusieurs paragraphes qui doivent identifier le problème de l'article, de ce manuscrit, en expliquant ce que nous savons déjà sur ce problème, ce qui est important et ce qu'on propose. Donc, c'est 3 étapes, 3 explications, 3 questions. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui reste à savoir? Ou qu'est-ce que nous proposons dans cette étude? Ce que personne n'a fait ou pourquoi on propose quelque chose de vraiment super par rapport à tous les autres, même si il ne s'agit pas forcément de dénigrer les autres. Les erreurs fréquentes dans les introductions, c'est qu'on fait des introductions trop vagues, trop revues de la littérature, on a envie d'étendre notre savoir, d'expliquer qu'on sait pas mal de choses, on est trop long, on passe beaucoup de temps dans l'introduction et du coup, on sait plus, le lecteur ne sait plus pourquoi il est en train de vous lire. Si vous êtes à la moitié d'une introduction et qu'on ne sait toujours pas de quoi parle l'étude, c'est que vous avez raté votre introduction. Il faut être très clair en répondant aux questions, le contexte, pourquoi on a réalisé l'étude et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle étude. La partie méthode est une partie, disons, la plus scientifique de votre article. C'est une méthode peu correcte est égale systématiquement un papier rejeté. Normalement, un reviewer devrait commencer par lire votre méthode. Il peut lire juste l'objectif qui est le dernier paragraphe de votre introduction, c'est l'objectif et les hypothèses. Il lit la méthode. Si la méthode le convainc, il peut s'intéresser au reste de l'article. Donc, une méthode qui est incohérente, incorrecte, égale un papier rejeté de façon garantie.
Si vous avez une méthode que vous ne savez pas très bien décrire, vous pouvez vous référer au papier déjà publié sur la même méthode, ce qui vous donnera une idée de bien expliquer votre travail. Si c'est une méthode déjà utilisée, référencée, il faut la citer. Si c'est une méthode récente, ça veut dire qu'il faut vous apporter les éléments de validation scientifique de cette nouvelle méthode. Et en tout cas, la méthode doit être limpide, claire, presque donner les éléments nécessaires pour qu'une autre personne soit en capacité de refaire la même expérience, la même étude dans un autre cadre. Donc, vous devez être complet, concis, clair et référencé. La partie résultat, c'est ce qui va découler selon la même structure que votre méthode, expliquer vos résultats. Alors, souvent, l'erreur principale, c'est qu'on confond résultats et données. Je m'explique. Les résultats, c'est ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé que cette pathologie est fréquente dans votre groupe. Les données, ce sont les chiffres. Entre parenthèses, par exemple, 89% de votre groupe. Souvent, ce que le lecteur veut, ce sont des résultats, et vous, ce que vous êtes embêté par, ce sont les données, c'est-à-dire où est-ce que vous allez mettre toutes ces données chiffrées là. Donc c'est pour ça qu'il faut, avant de mettre les données, expliquer vos résultats, de dire quels sont les résultats que vous avez trouvés, et après seulement, vous allez rajouter les données chiffrées en expliquant pas à pas les données descriptives de l'échantillon, les données analytiques et les données plus complexes statistiques. Donc, un exemple de résultats, c'est pour tester la stratégie A, nous avons comparé les deux groupes et nous avons trouvé. Vous voyez, ça c'est un résultat auquel vous pouvez après adosser des statistiques. D'ailleurs, les statistiques en question, ça peut être juste le niveau de significativité et les chiffres peuvent être mis du coup dans un tableau, dans les figures, et ne pas répéter, ne pas dupliquer les choses entre ce qu'il y a comme données chiffrées dans le texte et données chiffrées dans les tableaux, sauf pour une ou deux données et clés que vous avez envie de mettre en avant. La quatrième partie de cette structure IMRAD, c'est la discussion. Le premier paragraphe de la discussion doit toujours énoncer ce que nous avons trouvé. Donc le résultat principal qui répond à l'objectif principal de l'étude. Nous demandions quel est l'intérêt de cette méthode. Nous avons trouvé que cette méthode est exceptionnelle. Ensuite, on va dire les forces de notre étude, mais aussi les limites, et en quoi nos résultats sont-ils différents des autres études de la littérature scientifique, soit par l'originalité, la taille, la population d'études, ainsi de suite. Quel est le mécanisme d'action? Est-ce que c'est pertinent, c'est-à-dire est-ce que c'est transposable à la vie quotidienne en clinique? Et quelle serait la prochaine étape? Donc toute discussion devrait répondre de façon très claire aux objectifs que je viens d'énoncer. Et enfin, si vous avez soumis votre papier, si les reviewers ont pris la peine de vous lire et de vous faire des commentaires, donc la moindre des choses est de dire merci, de se montrer très reconnaissant et surtout de prendre en compte, dans la mesure du possible, toutes les remarques des reviewers. Euh, Dans la mesure du possible, il faut aussi donner au referee tout ce qu'il demande. Si vos données le permettent et dans la mesure de ce qui est possible avec les données. S'il vous arrive de dire non à une demande, il faut vraiment la justifier, expliquer et en s'excusant de façon très polie pourquoi on n'est pas en mesure de répondre favorablement à la requête. Être très clair dans toutes les réponses. Donc, bien sûr, vous savez qu'il faut faire un document de questions-réponses, le document du papier modifié avec les modifications apparentes
et le papier nouveau dans sa nouvelle forme sans les modifications apparentes. Donc ça passe par cet effort-là, qui est un effort nécessaire pour faciliter la relecture, puisque les référés n'ont pas besoin ni envie de passer du temps à tout vérifier si vous avez bien tenu compte de toutes leurs demandes ou pas. C'est à vous de faire cet effort-là. Et donc, en tant que référé, quand vous allez être référé, que vous recevez les réponses, vous n'allez pas forcément vous replonger dans le papier, vous allez relire la section courrier, réponse reviewer avec les réponses point par point que vous allez avoir formulées. Et donc, c'est un effort fortement important. Et vous rappelez-vous que jusqu'au dernier moment, un papier peut être rejeté même après une, deux, trois révisions. Ne pas vous agacer, ne pas vous montrer agacé. À tout moment, il peut être rejeté. Et moi, personnellement, j'ai eu un papier une fois qui a été rejeté parce que au bout de quelques révisions, ils m'avaient fait ajouter beaucoup de références bibliographiques et au dernier tour, ils me disent bah, vous avez trop de références bibliographiques, notre revue se limite à 20. Donc j'ai répondu mais je peux rien faire puisque vous m'avez demandé, donc je peux pas modifier. Donc papier rejeté. Donc vous voyez, du jusqu'au bout, il faut montrer votre bonne foi et bonne intention de suivre les recommandations qui vous sont faites. Si le papier est rejeté, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas contre vous, c'est pas personnel, c'est pas parce qu'on vous a identifié. En fait, c'est la règle plutôt que l'exception. Ça arrive à tout le monde. Si les reviewers vous trouvez qu'ils sont trop durs, qu'ils n'ont pas compris, ou qu'ils sont injustes, c'est que c'est eux qui ont un problème, c'est pas forcément vous. Vous allez trouver d'autres référés qui vont vous comprendre. Si vous avez trouvé dans la relecture des commentaires pertinents, ça a permis d'améliorer votre papier, donc c'est une bonne chose. Mais si le papier est rejeté d'emblée avec beaucoup de commentaires, ne passez pas non plus des heures et des heures là-dessus, puisque dans le nouveau journal, il va y avoir peut-être d'autres préférences. Ne pas oublier quand vous soumettez un journal, de prendre en compte les recommandations aux auteurs du nouveau journal, mettre au style du nouveau journal, les bibliographies, le texte, ainsi de suite. Et donc, il s'agit de soumettre et de resoumettre en ajustant peut-être le choix du journal au fur et à mesure des nouvelles soumissions. Et ce que je disais est donc publier ou périr et podcaster, c'est pour dire qu'il y a une nouvelle étape une fois que votre papier est communiqué et accepté, c'est de communiquer dessus après la publication. Après la publication, bien sûr, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un copyright du papier dans sa forme finale, mais rien ne vous empêche de faire un post LinkedIn, de faire un communiqué de presse, de prévenir vos institutions, le CHU, l'université, ou les médias scientifiques, l'INSERM, le CNRS, LinkedIn ou autres réseaux scientifiques ou socio-académiques qui vous permettent en fait de faire un peu d'informations autour, de faire connaître à vos collègues la publication et du coup ça peut donner une lisibilité au papier pour qu'il soit lu et ensuite cité. Les erreurs fréquentes, comme vous l'avez compris, c'est de choisir une mauvaise revue, de ne pas respecter le format recommandé par le journal qui est bien décrit dans les recommandations aux auteurs, ne pas faire un effort dans la présentation, la qualité visuelle et graphique de votre document Word ou les figures, les tableaux soumis, ne pas négliger la bibliographie qui doit être à jour, récente, complète et tenant compte des auteurs principaux de la discipline, et ne pas oublier de valoriser après acceptation du papier. Donc ça, c'était pour la partie publication scientifique. Maintenant, si on passe aux deux autres parties qui sont plus de l'ordre de la communication, soit orale, soit la communication affichée par poster.
Une communication, comme son nom l'indique, ce n'est plus une publication scientifique, c'est de la communication. Donc il faut faire un effort différent de communicabilité selon le public visé. Donc vous devez préparer, préparer et préparer et répéter. Avant de préparer la communication, se poser la question, qui est mon public? De quoi il dispose comme information? Quel est le niveau de connaissance préalable? Et qu'est-ce que je dois leur passer comme message? En général, on doit, dans une communication orale ou écrite de type poster, on doit faire passer un message principal. Donc, quelle est la seule chose que mon public doit retenir de cette communication à la fin? Et on développe après autour de cette idée principale. Alors, une présentation orale scientifique, selon le temps qu'on dispose, mais même en 2 ou 5 minutes, ou 10 ou 15 ou 20 minutes, on doit respecter, étant donné que c'est une communication scientifique orale, dans un congrès, dans une conférence, on doit respecter la structure comme dans un article, c'est-à-dire contexte, introduction, hypothèse, méthode, résultat, discussion, conclusion. Gardez un aspect plutôt sérieux et rigoureux, sobre dans vos présentations, pas trop d'animation de vos PowerPoint, de l'utiliser plutôt comme support visuel et pas comme un téléfilm d'animation. Parce que on se perd, on passe beaucoup de temps à voir les animations que de se concentrer sur le message. Et un piège fréquent, c'est de ne pas respecter le temps qui vous est alloué. Si c'est 3 minutes, c'est 3 minutes et pas une seconde de plus. Si c'est 20 minutes, adaptez aussi votre présentation là-dessus. Ça, c'est un point essentiel et un piège fréquent. Le support visuel pour l'oral, donc la présentation orale ou le PowerPoint ou peu importe ce que vous utilisez comme logiciel, Canva ou autre, sachez que vous devez respecter la même structure de base d'un exposé avec les éléments scientifiques que vous allez construire. Dans une présentation orale, c'est pas un article, donc vous allez plutôt favoriser le visuel, les graphiques, les images, les illustrations, les tableaux synthétiques. Deuxième règle, d'être sobre, d'avoir un style, de garder le même style tout au long de la présentation. S'il y a beaucoup de texte, il faut que ça soit limité à 5-6 lignes par diapositive, avec une idée principale que vous développez, donc un titre annonce l'idée principale, et des visuels de qualité. Il s'agit de travailler aujourd'hui votre visuel, les couleurs, pour rendre attractif et pour permettre une concentration suffisante chez les personnes qui vous écoutent. Donc, répétez votre présentation et si vous ne maîtrisez pas ou si vous avez des doutes, préparez les questions-réponses au préalable. Quelles sont les erreurs qu'on peut tous faire à l'oral? C'est de lire ces slides comme je suis en train de faire, trop d'informations sur les slides, donc écumer, passer en visuel, négliger la qualité visuelle ou graphique, dépasser le temps alloué ou ne pas valoriser après diffusion. Pareil, le podcast, Instagram, LinkedIn, avoir du temps aussi à être disponible après votre présentation orale aux questions-réponses. Une erreur, c'est ne pas laisser assez de temps pour les questions-réponses. La troisième et dernière étape de cette présentation, c'est la communication affichée. Puisque un poster, c'est une communication affichée, donc quelque chose de forcément qui a un support, qui n'est pas un support écrit d'un article, un support d'une PowerPoint, d'une communication orale, mais c'est un poster que vous allez finalement investir pour organiser votre texte. Vous allez avoir un titre
que vous avez communiqué avant le congrès, que vous allez maintenir le même texte. Et si vous n'êtes pas devant votre poster doit être informatif, suffisant avec lui-même, attractif dans sa structure, dans ses couleurs, dans les graphiques ou dans les tableaux que vous allez proposer, avec une police sombre sur un fond clair. C'est plus lisible. Et si vous êtes à côté de votre poster, vous devez être capable d'expliquer le poster en moins de 2 minutes. Ça, c'est très important. Un poster, donc, c'est une sorte de vitrine visuelle pour laquelle elle sert à deux choses. La première, c'est ce support visuel accessible pour tous et qui doit mettre en avant dans un congrès, dans un symposium, dans les couloirs du congrès, une lecture facile de vos résultats, d'intéresser la personne à prendre vos coordonnées, à suivre vos travaux scientifiques pour éventuellement créer des opportunités scientifiques. Et l'objectif, c'est avant tout, donc, l'interaction avec les visiteurs. Si vous êtes phobique social, vous voulez parler à personne, ne proposez pas de poster, parce que les gens mettent un poster pour venir discuter avec les autres, pour avoir une critique directe, un feedback direct, un commentaire direct et créer du réseau. Donc ça, c'est l'objectif implicite. Donc, c'est la communication scientifique, mais surtout le réseau, les communications en direct, le networking. La structure visuelle du poster, elle est plus libre, puisque vous pouvez structurer globalement vos parties comme vous voulez, mais les gens viennent chercher vos résultats. Ils veulent savoir à peu près le contexte, les objectifs, les hypothèses. Ils connaissent le sujet parce qu'ils sont déjà dans un congrès spécialisé. Donc le contexte est très bref, c'est plutôt l'objectif et votre hypothèse que vous allez mettre en avant. Plus des schémas que du texte dans la méthode, dans la mesure du possible, faire des méthodes schématiques. Les résultats, c'est des graphes, des visuels, des tableaux et une conclusion pour dire 20% de la partie du poster est consacrée aux conclusions. Donc, vous voyez, 70% de votre poster, c'est résultats et conclusions. Donc, ça, c'est très important à mettre en avant. C'est pas du tout la même structure qu'une présentation affichée, qu'une communication orale. Comment bien penser votre poster? 4 idées principales. Il faut qu'il soit lisible à distance. Les gens vont se mettre à 2 mètres du poster pour le lire. Donc, pensez aux myopes, aux presbytes, à tous les autres. Donc, il doit être à une taille de mots limitée. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup de mots, plutôt beaucoup de figures, beaucoup de tableaux. Donc, entre 250 et 450 mots. C'est un grand résumé, en fait. C'est un résumé détaillé, développé, que vous allez mettre sous un format affiché, compréhensible seul en 2 à 5 minutes, avec vos explications en moins de 2 minutes. La typographie doit être grande. Vous avez mis quelques explications. Utilisez des polices libres et avec des tailles de caractères assez lisibles à distance. Les couleurs doivent être pensées. Un texte pareil, lisible sur un fond clair, pas plus que 2, 3, 4 couleurs, et qu'elles doivent être cohérentes et complémentaires, et laisser un peu d'aération d'espace libre ou pour des visuels ou pour des graphiques. Le format, toujours laisser aussi des marges extérieures et de l'exporter en PDF avant de l'envoyer en impression, parce que si vous envoyez dans un autre format, votre texte peut être bougé au moment de l'impression. Les erreurs fréquentes, bah, vous vous en doutez, c'est trop de texte, pas de lisibilité, mauvais contraste des couleurs, mauvaise qualité visuelle, et vous n'avez pas communiqué sur le fait que vous étiez présent sur le stand pour parler de vos super résultats au poster. Donc, le podcast est toujours très important.
On peut résumer ce que je viens vous dire ici dans ces trois colonnes. Une publication scientifique, c'est une donnée permanente accessible au plus grand nombre de personnes, notamment si elle est en anglais, dans une revue à comité de lecture, avec des reviewers qui ont évalué votre qualité de travail. La diffusion n'est pas immédiate, ça demande un peu de travail et d'indexation. Donc, ça peut être entre 3 mois à 12 mois ou 18 mois selon le processus. Une communication orale, c'est plus pour interagir, pour avoir un feedback dans un congrès sur vos données, pour aller chercher les questions-réponses. Donc, si vous vous préviez privé de la partie questions-réponses, c'est un peu dommage. Ça permet une visibilité immédiate et un positionnement dans la cartographie des communications. Le poster, c'est pour créer du réseau, c'est rapide, ça permet de créer un échange et parler sur vos données de façon facilement acceptable dans les congrès. Donc, pardon. Euh, voilà. Donc, la communication, la publication, diffusion, valorisation est essentielle. Et comme son nom l'indique, c'est très valorisant aussi pour nous quand on réussit à avoir une publication publiée. C'est un impact vraiment très intéressant, les publications parfois avec des implications durables. Plusieurs années après, vous allez être contacté par rapport à cette publication. Les communications verbales ou posters, c'est vraiment pour avoir les retours de vos collègues et penser à avoir un réseau académique pour diffuser ou parler de façon plus généraliste de vos résultats. Donc, quelle stratégie adopter si vous avez des données intéressantes? Vous pouvez commencer à rédiger l'article, vous pouvez aussi aller en parler au congrès pour avoir le feedback des collègues, mais l'objectif ultime, c'est la publication scientifique, suivi d'un communiqué de presse, suivi de la publication dans des archives ouvertes, et c'est la base de ce qui va permettre d'évaluer votre institut, votre équipe de recherche, votre service. Et ça, c'est vraiment devenu une activité de base. Voilà, j'en arrête là. C'était une page de pub sur une journée scientifique pour ceux que ça intéresse autour de la Société française de psychotraumatologie. Voilà, je prends le temps donc d'échanger en arrêtant mon partage. Je ne t'entends pas, François. Ah, problème de micro chez Est-ce que moi. vous m'entendez? Ah oui, là c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, professeur Elage, pour déjà pour votre disponibilité, mais surtout pour la présentation qui correspond parfaitement à nos attentes dans le cadre de on est vers la fin de ce webinaire qui est destiné à l'initiation à la recherche. Et donc, ça met bien, en tout cas, ça cadre bien l'intérêt de communiquer, de publier. Moi, j'ai deux petites questions. Premièrement, peut-être je laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions avant que je commence. Non, vas-y, commence, il n'y a personne qui a levé la main. D'accord. Donc j'ai une question concernant, comme tu l'as dit, Wissam, un des objectifs aussi de ce webinaire, essayer de travailler aussi avec nos internes. Donc il y a plusieurs qui sont aussi inscrits à ce webinaire pour travailler leur projet de recherche, mais aussi leur projet de thèse. Et ce qu'on encourage, c'est la publication des thèses en format article, ce qui est accepté par la faculté. Mais ce qui fait que finalement, c'est pas forcément un article tel qu'il est publié, parce que il y a toujours une partie revue de la littérature qui prend une bonne partie de l'article dans les thèses en format article. Donc, est-ce que tu aurais des recommandations particulières pour la préparation
des thèses pour faciliter autant que possible la publication dans ces cas-là. Oui, je pense que finalement, l'article, il a un format structuré, donc qui est peut-être frustrant pour un interne qui veut Mm. développer la partie introduction. Je pourrais recommander dans ce cas-là plutôt que les gens fassent un préambule de la thèse dans lequel ils vont parler un peu plus de la littérature, de leur compréhension de cette littérature, et ensuite présenter l'article. Donc, pourquoi? Parce que ça permet de mettre cette partie revue de la littérature qui les a aidés d'ailleurs à comprendre, maîtriser le sujet, mais le format article doit quand même obéir à des règles. C'est pour ça que je me suis permis de rentrer dans ces règles-là. Et comme tu le sais, selon le journal, selon le format d'article, je ne vais pas détailler ça, mais dans un journal donné, on va vous donner, par exemple, 5 typologies d'articles. Un article de recherche original, un article revue de la littérature, un article euh, positionnement scientifique ou éditorial. Et selon le type d'article que vous allez choisir, vous allez avoir un nombre de caractères limité. Donc, c'est très important, par exemple, 2000 mots, 3000 mots, 1500 mots. Donc, c'est très important de suivre une structure euh, de comment on rédige pour retrouver tous les éléments, pour pouvoir respecter le cadre de recommandations des auteurs qui est indispensable. Un éditeur qui reçoit un article qui ne respecte pas le format demandé, c'est un article rejeté pour la forme déjà. Mais dans ce cas-là, donc cibler dès la préparation de la thèse, essayer de voir à quel journal on va soumettre Mais et se ça, on peut le confirmer. savoir Oui, rapidement, puisqu'on sait quelles sont nos données, quelle est la recherche que nous avons menée et qui est son public. oui, Donc, si tu fais une enquête sur le port des Birkenstock chez les infirmières du bloc opératoire en France, tu sais que ça va cibler un public français. oui, Mais si tu penses que, enfin, tu vois, c'est une enquête auprès d'un public français, ça va intéresser les Français. Mais si ta question c'est intérêt du port de Birkenstock dans la prévention des maladies syphotiques chez la jeune femme, là, ça va intéresser un public plus international. Donc, d'emblée, tu sais si tu vas l'écrire en français ou en anglais, déjà, ça oriente. Si tu vas écrire en anglais, ben, ça va définir, si tu parles des Birkenstock, ben, c'est forcément un journal d'orthopédie. Si tu parles des tentatives de suicide, ça limite le champ forcément. Donc, on va réfléchir aussi de façon entonnoir pour cibler le journal. Comme je t'ai dit, le journal et le choix du journal est toujours une épreuve difficile. d'accord. Merci. Et j'ai une deuxième question un peu plus technique. Quasiment tous les journaux, quand on soumet, demandent de proposer des reviewers, Hmm. que l'auteur propose des reviewers. La question est comment choisir? Est-ce que c'est choisir des personnes qu'on connaît, avec qui on a travaillé, ou bien plutôt des personnes qui sont spécialistes du domaine qu'on aborde? Et dans ce cas-là, il n'y a pas un risque de biais dans le reviewing et la publication? Alors, il faut, il faut éviter les conflits d'intérêts trop flagrants. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit quelqu'un qui connaisse le sujet. C'est pas interdit de recommander quelqu'un que tu connais, mais c'est pas quelqu'un, par exemple, avec qui tu publies tous les jours. Tu peux avoir publié une fois avec, c'est pas gênant. Mais il faut quand même que ce soit quelqu'un qui connaisse le sujet. La troisième chose, il faut pas se priver de donner le nom de gens qui te connaissent. Pourquoi? Bah parce que le reviewer, de toute façon, il va suivre tes recommandations. Parce qu'aujourd'hui, grosse difficulté des éditeurs en chef des revues, c'est de trouver des reviewers qui acceptent de reviewer les papiers. Donc, si des gens, tu leur proposes des noms de reviewers, il faut proposer au moins 3. Et s'ils te donnent cette opportunité, il faut la saisir.
pour au moins proposer soit des gens que tu connais, soit des gens que tu as envie qu'ils connaissent ton travail. Par exemple, tu te dis, bah, j'ai envie de publier sur la prévalence de la cocaïne et j'ai envie que ça soit reviewé, par exemple, par Amine Benyamina, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir le retour d'un expert en France. À ce moment-là, tu peux le mettre et tu peux mettre deux autres personnes que tu connais, ou ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'interdire, mais il faut pas être dans... Il faut être juste, quoi. Il faut être des gens sérieux, des gens qui connaissent le sujet, mais ce serait dommage de juste choisir si je choisissais que des sommités dans le domaine, probablement qu'ils n'auront pas le temps, ou s'ils auront le temps, ils vont saquer votre travail. Donc, voilà, c'est un Oui, équilibre à avoir. oui, tout à fait. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a un ordre dans la communication? Ça veut dire si on a communiqué oralement ou par poster, est-ce que ça peut mettre en péril la publication des résultats sous forme d'article? Selon enfin, selon la confidentialité de vos données, oui, et selon le niveau, plus le niveau de la revue augmente, plus c'est sérieux. Moi, j'ai tendance à dire, de toute façon, quand on fait une communication orale au fichier, on ne présente pas tout, on présente une partie, et on ne donne pas le titre, surtout pas le même titre de poster que pour l'article. On essaye de changer vraiment le titre pour rester pour éviter de dire bah, c'est des données déjà publiées. Et de toute façon, dans la lettre à l'éditeur, vous pouvez toujours dire que une partie de ces résultats ont été présentés dans le cadre d'un congrès sous forme d'un poster. Ça permet d'être transparent. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui ont assisté ou des commentaires ou des témoignages? Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Par Oui, contre, une seule, s'il vous plaît. Une seule, ah, s'il vous plaît. Oui, ok. Je me demandais, à vous écouter, si ce que l'approche que vous, enfin, les conseils que vous nous donnez, et merci pour ça, ça fait du bien de réentendre tout ça. Moi, je suis sociologue, donc ça me paraît parfois loin, la méthode que vous exprimez là, des approches plutôt des qualitatives, même si on peut tout à fait écrire pour les articles, pour des revues qui travaillent sur des domaines de la santé, vous isolez les facteurs, par exemple. Et il faut que l'article soit une question, il faut que pardon, le titre de l'article puisse résumer à lui seul les apports finalement de ce que l'on va dire. Mais parfois, c'est plus compliqué dans les sciences sociales d'isoler un facteur quand c'est complexe. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? oui, merci. C'est une question très pertinente. C'est-à-dire que ça s'applique effectivement beaucoup à la méthode scientifique quantitative, ce que j'ai présenté. Mais sur les données qualitatives, c'est intéressant aussi de se dire qu'on pourrait s'en rapprocher. C'est vrai que le titre, ce que j'ai donné, c'est des règles rassurantes finalement pour quelqu'un aussi qui s'initie à la lecture, à l'écriture des articles. Parce que finalement, on retrouve beaucoup ça. Mais cela aussi peut donner plus de liberté en se disant, bah, un titre d'article peut aussi être une question ou peut interroger quelle est la question principale de l'article et de le mettre sous format de question bien posé peut aussi attiser l'attention et attirer le lecteur. Donc ça ne me choquerait pas. Bah, faut-il porter des Birkenstock au bloc opératoire? Vous voyez, ça peut être du coup, c'est une question. On voit bien que c'est plus qualitatif, ça annonce déjà une méthode qualitative. Ou parfois, on peut faire une affirmation et dire données quantitatives ou qualitatives ou données mixtes. Donc, c'est vrai que je n'écris pas en sociologie ou en sciences humaines, c'est vrai que ça obéit à d'autres règles de publication, mais il me semble que ça peut être empreint d'une certaine structuration, en tout cas si on doit soumettre à ces journaux qui obéissent à ces règles de structuration type IMRAD, ce qui est quand même la majorité
des journaux en médecine, biologie, santé, voilà. Merci pour votre réponse. Un plaisir, merci. Micro, François. Pardon, je demandais s'il y avait d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est juste pour rappeler donc les webinaires, toutes les sessions, elles sont enregistrées et diffusées sur notre compte YouTube. Et donc les 20 participants qui sont inscrits au webinaire, ils pourront bien sûr les regarder. Je te remercie encore une fois, Wissam. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Je te dis à Avec bientôt. plaisir. Merci à Au revoir. tous. Salut. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.